Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons lire le traité de la vie élégante d'Honoré de Balzac. Chapitre premier. Prolégomène. Mens agitat molem, Virgile. L'esprit d'un homme se devine à la manière dont il porte sa canne. Traduction fashionable. La civilisation a échelonné les hommes sur trois grandes lignes. Il nous aurait été facile de colorier nos catégories à la manière de M. Charles Dupin. Mais, comme le charlatanisme serait un contresens dans un ouvrage de philosophie chrétienne, nous nous dispenserons de mêler la peinture au X de l'algèbre. Et nous tâcherons, en professant les doctrines les plus secrètes de la vie élégante, d'être compris même de nos antagonistes, les gens en bottes à revers. Or, les trois classes d'êtres créés par les mœurs modernes sont l'homme qui travaille, l'homme qui pense, l'homme qui ne fait rien. De là, trois formules d'existence assez complètes pour exprimer tous les genres de vie, depuis le roman poétique et vagabond du bohème jusqu'à l'histoire monotone et somnifère des rois constitutionnels. La vie occupée, la vie d'artiste, la vie élégante. De la vie occupée. Le thème de la vie occupée n'a pas de variante. En faisant œuvre de ses 10 doigts, l'homme abdique toute une destinée. Il devient un moyen, et malgré toute notre philanthropie, les résultats obtiennent seuls notre admiration. Partout l'homme va se pâmant devant quelques tas de pierres, et s'il se souvient de ceux qui les ont amoncelés, c'est pour les accabler de sa pitié. Si l'architecte qui lui apparaît encore comme une grande pensée, ses ouvriers ne sont plus que des espèces de treuils et restent confondus avec les brouettes, les pelles et les pioches. Est-ce une injustice? Non. Semblables aux machines à vapeur, les hommes, enrégimentés par le travail, se produisent tous sous la même forme et n'ont rien d'individuel. L'homme instrument est une sorte de zéro social, dont le plus grand nombre possible se composera jamais d'une somme, s'il n'est précédé par quelques chiffres. Un laboureur, un maçon, un soldat sont les fragments uniformes d'une même masse, les segments d'un même cercle, le même outil dont le manche est différent. Ils se couchent et se lèvent avec le soleil, aux uns le chant du coq, à l'autre la diane. À celui-ci, la culotte de peau, deux zones de drapeau bleu et des bottes. À cela, les premiers ayant trouvé, à tous les plus grossiers aliments. Battre du plâtre ou battre des hommes, récolter des haricots ou des coups de sabre. Tel est, en chaque saison, le texte de leurs efforts. Le travail semble être pour eux une énigme dont ils cherchent le mot jusqu'à leur dernier jour. Assez souvent, le triste pensum de leur existence est récompensé par l'acquisition d'un petit banc de bois où ils s'asseyent à la porte d'une chaumière sous un sureau poudreux, sans crainte de s'entendre dire par un laquais. Allez-vous-en, bonhomme, nous ne donnons aux pauvres que le lundi. Pour tous ces malheureux, la vie est résolue par du pain dans la huche, et l'élégance par un bahut où il y a des hardes. Le petit détaillant, le sous-lieutenant, le commis rédacteur sont des types moins dégradés de la vie occupée, mais leur existence est encore marquée au coin de la vulgarité. C'est toujours du travail et toujours le treuil. Seulement le mécanisme en est un peu plus compliqué, et l'intelligence s'y engraine avec parcimonie. Loin d'être un artiste, le tailleur se dessine toujours dans la pensée de ces gens-là, sous la forme d'une impitoyable facture. Ils abusent de l'institution des faux cols, se reprochent une fantaisie comme un vol fait à leurs créanciers, et pour eux, une voiture est un fiacre dans les circonstances ordinaires, une remise les jours d'enterrement ou de mariage. S'ils ne thésaurisent pas, comme les manouvriers, afin d'assurer à leur vieillesse le vivre et le couvert, l'espérance de leur vie d'abeille ne va guère au-delà, car c'est la possession d'une chambre bien froide au 4e rue Boucherat, puis une capote et des gants de percale écrus pour la femme, un chapeau gris et une demi-tasse de café pour le mari, l'éducation de Saint-Denis ou une demi-bourse pour les enfants, du bouilli, persillé 2 fois la semaine pour tous. Ni tout à fait zéro, ni tout à fait chiffre, ces créatures-là sont peut-être des décimales. Dans cette cité dolente, la vie est résolue par une pension ou quelques rentes sur le grand livre et l'élégance par des draperies à franges, un lit à bateau et des flambeaux sous verre. Si nous montons encore quelques bâtons de l'échelle sociale sur laquelle les gens occupés grimpent et se balancent comme des mousses dans le cordage d'un grand bâtiment, nous trouvons le médecin, le curé, l'avocat, le notaire, le petit magistrat, le gros négociant, le hobereau, le bureaucrate, l'officier supérieur, etc. Ces personnages sont des appareils merveilleusement perfectionnés, dont les pompes, les chaînes, les balanciers, dont tous les rouages enfin soigneusement polis, ajustés, huilés, accomplissent leur révolution sous d'honorables caparaçons brodés. Mais cette vie est toujours une vie de mouvement où les pensées ne sont encore ni libres ni largement fécondes. Ces messieurs ont à faire journellement un certain nombre de tours inscrits sur des agendas.
Ces petits livres remplacent les chiens de cour qui les harcelaient naguère au collège et leur remettent à toute heure en mémoire qu'ils sont les esclaves d'un être de raison 1000 fois plus capricieux, plus ingrat qu'un souverain. Quand ils arrivent à l'âge du repos, le sentiment de la fashion s'est oblitéré. Le temps de l'élégance a fui sans retour. Aussi, la voiture qui les promène est-elle à marchepied saillant, à plusieurs fins, ou décrépite comme celle du célèbre Portal. Chez eux, le préjugé du cachemire vit encore. Leurs femmes portent des rivières et des guirandoles. Leur luxe est toujours une épargne. Dans leur maison, tout est cossu. Et vous lisez au-dessus de la loge. Parlez aux Suisses. Si dans la somme sociale ils comptent comme chiffres, ce sont des unités. Pour les parvenus de cette classe, la vie est résolue par le titre de baron et l'élégance par un grand chasseur bien emplumé ou par une loge à fédon. Là cesse la vie occupée. Le haut fonctionnaire, le prélat, le général, le grand propriétaire, le ministre, le valet et les princes sont dans la catégorie des oisifs et appartiennent à la vie élégante. Après avoir achevé cette triste autopsie du corps social, un philosophe éprouve tant de dégoût pour les préjugés qui amènent les hommes à passer les uns après les autres en s'évitant comme des couleuvres qu'il a besoin de se dire: je ne construis pas à plaisir une nation, je l'accepte toute faite. Cet aperçu de la société, prise en masse, doit aider à concevoir nos premiers aphorismes que nous formulons ainsi. Numéro 1. Le but de la vie civilisée ou sauvage est le repos. Numéro 2. Le repos absolu produit le spleen. Numéro 3. La vie élégante est, dans une large acception du terme, l'art d'animer le repos. Numéro 4. L'homme habitué au travail ne peut comprendre la vie élégante. Numéro 5. Corollaire, pour être fashionable, il faut jouir du repos sans avoir à passer par le travail. Autrement, gagner un quaterne. Être fils de millionnaire, prince, sinécuriste ou cumulard. De la vie d'artiste. L'artiste est une exception. Son oisiveté est un travail et son travail un repos. Il est élégant et négligé tour à tour. Il revêt à son gré la blouse du laboureur et décide du frac porté par l'homme à la mode. Il ne subit pas de lois, il les impose. Qu'il s'occupe à ne rien faire ou médite un chef-d'œuvre sans paraître occupé, qu'il conduise un cheval avec un morse de bois ou mène à grande guide les 4 chevaux d'un brichka, qu'il n'ait pas 25 centimes à lui ou jette de l'or à pleine main, il est toujours l'expression d'une grande pensée et domine la société. Quand M. Peel entra chez M. le vicomte de Chateaubriand, il se trouva dans un cabinet dont tous les meubles étaient en bois de chêne. Le ministre, 30 fois millionnaire, vit tout à coup les ameublements d'or ou d'argent massif qui encombrent l'Angleterre écrasée par cette simplicité. L'artiste est toujours grand. Il y a une élégance et une vie à lui, parce que chez lui, tout reflète son intelligence et sa gloire. Autant d'artistes, autant de vies caractérisées par des idées neuves. Chez eux, la fashion doit être sans force. Ces êtres indomptés façonnent tout à leur guise. S'ils s'emparent d'un magot, c'est pour le transfigurer. De cette doctrine se déduit un aphorisme européen. Numéro 6. Un artiste vit comme il veut ou comme il peut. De la vie élégante. Si nous omettions de définir ici la vie élégante, ce traité serait infirme. Un traité sans définition est comme un colonel amputé des 2 jambes. Il ne peut plus guère aller que K1 Ka. Définir, c'est abréger. Abrégeons donc. Définition. La vie élégante est la perfection de la vie extérieure et matérielle, ou bien l'art de dépenser ses revenus en homme d'esprit, ou encore la science qui nous apprend à ne rien faire comme les autres en paraissant faire tout comme eux. Mais mieux peut-être, le développement de la grâce et du goût dans tout ce qui nous est propre et nous entoure, ou plus logiquement, savoir se faire honneur de sa fortune. Selon notre honorable ami E de G, ce serait la noblesse transportée dans les choses, d'après T.P. Smith. La vie élégante est le principe fécondant de l'industrie. Suivant M. Jacotot, un traité sur la vie élégante est inutile, attendu qu'il se trouve tout entier dans Télémaque, voire la Constitution de Salente. À entendre M. Cousin, ce serait dans un ordre de pensée plus élevé, l'exercice de la raison nécessairement accompagné de celui des sens, de l'imagination et du cœur, qui, se mêlant aux institutions primitives, aux illuminations immédiates de l'animalisme, va atteignant la vie de ses couleurs. Voyez page 44 du cours de l'histoire de la philosophie, si le mot vie élégante n'est pas véritablement celui de ce rébut. Dans la doctrine de Saint-Simon, la vie élégante serait la plus grande maladie dont une société puisse être affligée. En partant de ce principe, une grande fortune est un vol. Suivant Chodruc, elle est un tissu de frivolité et de billevesée. La vie élégante comporte bien toutes ces définitions subalternes, périphrases de notre aphorisme numéro 3. Mais elle renferme, selon nous, des questions plus importantes encore, et pour rester fidèle à notre système d'abréviation, nous allons essayer de les développer. Un peuple de riches est un rêve politique impossible à réaliser. Une nation se compose nécessairement de gens qui produisent et de gens qui consomment. Comme celui qui sème, plante, arrose et récolte, est-il précisément celui qui mange le moins.
Ce résultat est un mystère assez facile à dévoiler, mais que bien des gens se plaisent à considérer comme une grande pensée providentielle. Nous en donnerons peut-être l'explication plus tard, en arrivant au terme de la voie suivie par l'humanité. Pour le moment, au risque d'être accusé d'aristocratie, nous dirons franchement qu'un homme placé au dernier rang de la société ne doit pas plus demander compte à Dieu de sa destinée qu'une huître de la sienne. Cette remarque, tout à la fois philosophique et chrétienne, tranchera sans doute la question aux yeux des gens qui méditent quelque peu les chartes constitutionnelles, et comme nous ne parlons pas à d'autres, nous poursuivons. Depuis que la société existe, un gouvernement a donc toujours été nécessairement un contrat d'assurance conclu entre les riches contre les pauvres. La lutte intestine, produite par ce prétendu partage à la Montgomery, allume chez les hommes civilisés une passion générale pour la fortune, expression qui prototype toutes les ambitions particulières. Car du désir de ne pas appartenir à la classe souffrante et vexée dérive la noblesse, l'aristocratie, les distinctions, les courtisans, les courtisanes, etc. Mais cette espèce de fièvre qui porte l'homme à voir partout des mâts de cocagne et à s'affliger de ne s'y être jugé, et à s'affliger de ne s'y être jugé, cocard, au tiers ou à moitié, a forcément développé l'amour-propre, outre mesure, et engendré la vanité. Or, comme la vanité n'est que l'art de s'endimancher tous les jours, chaque homme a senti la nécessité d'avoir, comme un échantillon de sa puissance, un signe chargé d'instruire les passants de la place où il perche sur le grand mât du cocagne, au sommet duquel les rois font leur exercice. Et c'est ainsi que les armoiries, les livrées, les chaperons, les cheveux longs, les girouettes, les talons rouges, les mitres, les colombiers, le carreau à l'église et l'encens par le nez, les particules, les rubans, les diadèmes, les mouches, le rouge, la couronne, les souliers à la poulaine, les mortiers, les cimarres, le menu vert, l'écarlate, les éperons, etc., etc., étaient successivement devenus des signes matériels du plus ou moins de repos qu'un homme pouvait prendre, du plus ou moins de fantaisie qu'il avait le droit de satisfaire, du plus ou moins d'hommes, d'argent, de pensée, de labeur qu'il lui était possible de gaspiller. Alors, un passant distinguait rien qu'à le voir un oisif d'un travailleur, un chiffre d'un zéro. Tout à coup, la Révolution ayant pris une main puissante, toute cette garde-robe inventée par 14 siècles, et l'ayant réduite en papier-monnaie, amena follement un des plus grands malheurs qui puissent affliger une nation. Les gens occupés se lassèrent de travailler tout seuls, ils se mirent en tête de partager la peine et le profit, par portions égales, avec de malheureux riches qui ne savaient rien faire sinon se gaudir en leur oisiveté. Le monde entier, spectateur de cette lutte, a vu ceux-là même, qui s'étaient le plus affolés de ce système, le proscrire, le déclarer subversif, dangereux, incommode et absurde, sitôt que de travailleurs, et se furent métamorphosés en oisifs. Aussi, en ce moment, la société se reconstitua, se rebaronifia, se recontifia, s'enrubanisa, et les plumes de coq furent chargées d'apprendre au pauvre peuple que les perles héraldiques qui disaient jadis, va des rétro Satanas, arrière de nous Pékin, la France, pays éminemment philosophique, ayant expérimenté par cette dernière tentative l'utilité et la sécurité du vieux système d'après lequel se construisaient les nations, revint d'elle-même grâce à quelques soldats au principe en vertu duquel la Trinité a mis en ce bas monde des vallées et des montagnes, des chênes et des graminées. Et en l'an de grâce 1804, comme en l'an 1220, il a été reconnu qu'il était infiniment agréable pour un homme ou une femme de se dire en regardant ses concitoyens: je suis au-dessus d'eux, je les éclabousse, je les protège, je les gouverne, et chacun voit clairement que je les gouverne, les protège et les éclabousse, car un homme qui éclabousse, protège ou gouverne les autres parle, mange, marche, boit, dort, tout, s'habille, s'amuse autrement que les gens éclaboussés, protégés et gouvernés. Et la vie élégante a surgi. Et elle s'était lancée, toute brillante, toute neuve, toute vieille, toute jeune, toute fière, toute pimpante, toute approuvée, corrigée, augmentée et ressuscitée par ce monologue merveilleusement moral, religieux, monarchique, littéraire, constitutionnel, égoïste. J'éclabousse, je protège, etc. Car les principes d'après lesquels se conduisent et vivent les gens qui ont du talent, du pouvoir ou de l'argent ne ressembleront jamais à ceux de la vie vulgaire. Et personne ne veut être vulgaire. La vie élégante est donc essentiellement la science des manières. Maintenant, la question nous semble suffisamment abrégée et aussi subtilement posée que si S.E., le comte Ravès, s'était chargé de la proposer à la première chambre septennale. Mais à quels gens commence la vie élégante? Et tous les oisifs sont-ils aptes à en suivre les principes? Voici deux aphorismes qui doivent résoudre tous les doutes et servir de point de départ à nos observations fashionable. Numéro 7. Pour la vie élégante, il n'y a d'être complet que le centaure, l'homme en Tilbury. Numéro 8. Il ne suffit pas d'être devenu ou de naître riche pour mener une vie élégante. Il faut en avoir le sentiment. Ne fais pas le prince
a dit avant nous Solon, si tu n'as pas appris à l'être. Chapitre 2. Du sentiment de la vie élégante. La complète entente du progrès social peut seule produire le sentiment de la vie élégante. Cette manière de vivre n'est-elle pas l'expression des rapports et des besoins nouveaux créés par une jeune organisation déjà virile? Pour s'en expliquer le sentiment et le voir adopté par tout le monde, il est donc nécessaire d'examiner ici l'enchaînement des causes qui ont fait éclore la vie élégante du mouvement même de notre révolution, car autrefois elle n'existait pas. En effet, jadis, le noble vivait à sa guise et restait toujours un être à part. Seulement, les façons du courtisan remplaçaient au sein de ce peuple à talons rouges les recherches de notre vie fashionable. Encore le ton de la cour n'a-t-il daté que de Catherine de Médicis? Ce furent nos deux reines italiennes qui importèrent en France les raffinements du luxe, la grâce des manières et les féeries de la toilette. L'œuvre que commença Catherine en introduisant l'étiquette, voir ses lettres à Charles IX, en entourant le trône de supériorité intellectuelle, fut continuée par les reines espagnoles, influence puissante qui rendit la cour de France arbitre et dépositaire des délicatesses inventées tour à tour, et par les morts et par l'Italie. Mais jusqu'au règne de Louis XV, la différence qui distinguait le courtisan du noble ne se trahissait guère que par des pourpoints plus ou moins chers, par des bottines plus ou moins évasées, une fraise, une chevelure plus ou moins musquée, et par des mots plus ou moins neufs. Ce luxe tout personnel n'était jamais complété par un ensemble dans l'existence. 100 000 écus, profusément jetés dans un habillement, dans un équipage, suffisaient pour toute une vie. Puis un noble de province pouvait se mal vêtir et savoir élever un de ces édifices merveilleux. Notre admiration d'aujourd'hui est le désespoir de nos fortunes modernes, tandis qu'un courtisan richement mis eût été fort embarrassé de recevoir deux femmes chez lui. Une salière de Benvenuto Cellini, achetée au prix de la rançon d'un roi, s'élevait souvent sur une table entourée de bancs. Enfin, si nous passons de la vie matérielle à la vie morale, un noble pouvait faire des dettes, vivre dans les cabarets, ne pas savoir écrire ou parler, être ignorant, stupide, prostituer son caractère, dire des niaiseries, il demeurait noble. Le bourreau et la loi le distinguaient encore de tous les exemplaires de Jacques Bonhomme, l'admirable type des gens occupés, en lui tranchant la tête au lieu de le pendre. On eût dit le civis romanus en France, car véritable esclave les Gaulois étaient devant lui comme s'il n'existait pas. Cette doctrine fut si bien comprise qu'une femme de qualité s'habillait devant ces gens, comme s'ils eussent été des bœufs, et ne se déshonorait pas en chipant l'argent des bourgeois. Voir la conversation de la duchesse de Tallard dans le dernier ouvrage de Monsieur Barrière. Que la comtesse Egmont ne croyait pas commettre d'infidélité en aimant un vilain, que Madame de Chaulnes affirmait qu'une duchesse n'avait pas d'âge pour un roturier, et que Monsieur Joly de Fleury considérait logiquement les 20 millions de corvéables comme un accident dans l'État. Aujourd'hui, les nobles de 1804 ou de l'an 1520 ne représentent plus rien. La Révolution n'était qu'une croisade contre les privilèges et sa mission n'a pas été tout à fait vaine. Mais malgré l'amélioration apparente imprimée à l'ordre social par le mouvement de 1789, l'abus nécessaire que constitue l'inégalité des fortunes est régénéré sous de nouvelles formes. Nous n'avons-nous pas, en échange d'une féodalité risible et déchue, la triple aristocratie de l'argent, du pouvoir et du talent, qui, toute légitime qu'elle est, n'en jette pas moins sur la masse un poids immense. En lui imposant le patriciat de la banque, le ministérialisme et la balistique des journaux et de la tribune, marchepied des gens de talent. Ainsi, tout en consacrant par son retour à la monarchie constitutionnelle une mensongère égalité politique, la France n'a jamais que généralisé le mal, car nous sommes une démocratie de riches. Avouons-le, la grande lutte du XVIIIe siècle était un combat singulier entre le tiers-État et les ordres. Le peuple n'y fut que l'auxiliaire des plus habiles. Aussi, en octobre 1830, il existe encore deux espèces d'hommes, les riches et les pauvres, les gens en voiture et les gens à pied, ceux qui ont payé le droit d'être oisifs et ceux qui tentent de l'acquérir. La société s'exprime en deux termes, mais la proposition reste la même. Les hommes doivent toujours les délices de la vie et le pouvoir au hasard, qui jadis créait des nobles, car le talent est un bonheur d'organisation, comme la fortune patrimoniale en est un de naissance. Du moment que deux livres de parchemin ne tiennent plus lieu de tout, où le fils naturel d'un baigneur millionnaire et un homme de talent ont les mêmes droits que le fils d'un comte, nous ne pouvons plus être distinctibles que par notre valeur intrinsèque. Alors, dans notre société, les différences ont disparu. Il n'y a plus que des nuances. Aussi, le savoir-vivre, l'élégance des manières, le je ne sais quoi, fruit d'une éducation complète, forment la seule barrière qui sépare l'oisif de l'homme occupé. S'il existe un privilège, il dérive de la supériorité morale. De là, le haut prix attaché par le plus grand nombre à l'instruction, à la pureté du langage, à la grâce du maintien,
à la manière plus ou moins aisée dont une toilette est portée, à la recherche des appartements, enfin à la perfection de tout ce qui procède de la personne. N'imprimons-nous pas nos mœurs, notre pensée, sur tout ce qui nous entoure et nous appartient. Parle, marche, mange ou habille-toi, et je te dirai qui tu es. À remplacer l'ancien proverbe, l'expression de la cour, adage de privilégié. Aujourd'hui, un maréchal de Richelieu est impossible. Un pair de France, un prince même, risque de tomber au-dessus d'un électeur à 100 écus. S'il se déconsidère, car il n'est permis à personne d'être impertinent ou débauché, plus les choses ont subi l'influence de la pensée, plus les détails de la vie se sont ennoblis, épurés, agrandis. Telle est la pente insensée par laquelle le christianisme de notre révolution a renversé le polythéisme de la féodalité. Par cette filiation, un sentiment vrai a respiré jusque dans les signes matériels et changeants de notre puissance. Et voilà comment nous sommes revenus au point d'où nous sommes partis, à l'adoration du veau d'or. Seulement l'idole parle, marche, pense. En un mot, elle est un géant. Aussi le pauvre Jacques Bonhomme est-il batté pour longtemps. Une révolution populaire est impossible aujourd'hui. Si quelques rois tombent encore, ce sera comme en France, par le froid mépris de la classe intelligente. Pour distinguer notre vie par de l'élégance, il ne suffit donc pas, plus aujourd'hui, d'être noble ou de gagner un quaterne à l'une des loteries humaines. Il faut encore avoir été doué de cette indéfinissable faculté, l'esprit de nos sens peut-être, qui nous porte toujours à choisir les choses vraiment belles ou bonnes. Les choses dont l'ensemble concorde avec notre physionomie, avec notre destinée. C'est un tact exquis, dont le constant exercice peut seul faire découvrir soudain les rapports, prévoir les conséquences, deviner la place ou la portée des objets, des mots, des idées et des personnes. Car pour nous résumer, le principe de la vie élégante est une haute pensée d'ordre et d'harmonie, destinée à donner de la poésie aux choses. De là, cet aphorisme. Numéro 9. Un homme devient riche, il naît élégant. Appuyé sur de telles bases, vu de cette hauteur, ce système d'existence n'est donc plus une plaisanterie éphémère, un mot vide dédaigné par des penseurs comme un journal lu. La vie élégante repose, au contraire, sur les déductions les plus sévères de la constitution sociale. N'a-t-elle pas l'habitude et les mœurs des gens supérieurs qui savent jouir de la fortune et obtenir du peuple le pardon de leur élévation, en faveur des bienfaits répandus par leur lumière? N'est-elle pas l'expression des progrès faits par un pays, puisqu'elle en représente tous les genres de luxe? Enfin, si elle est l'indice d'une nature perfectionnée, tout homme ne doit-il pas désirer d'en étudier, d'en surprendre les secrets? Alors, il n'est pas donc plus indifférent de mépriser ou d'adopter les fugitives prescriptions de la mode, car mens agitat molem. L'esprit d'un homme se devine à la manière dont il tient sa canne. Les distinctions s'avilissent ou meurent en devenant communes. Mais il existe une puissance chargée d'en stipuler de nouvelles, c'est l'opinion. Or, la mode n'a jamais été que l'opinion en manière de costume. Le costume étant le plus énergique de tous les symboles. La Révolution fut aussi une question de mode, un débat entre la soie et le drap. Mais aujourd'hui, la mode n'est plus restreinte au luxe de la personne. Le matériel de la vie, ayant été l'objet du progrès général, a reçu d'immenses développements. Il n'est pas un seul de nos besoins qui n'ait produit une encyclopédie, et notre vie animale se rattache à l'universalité des connaissances humaines. Aussi, en dictant les lois de l'élégance, la mode embrasse-t-elle tous les arts. En accueillant, en signalant le progrès, elle se met à la tête de tout. Elle fait des révolutions de la musique, des lettres, du dessin et de l'architecture. Or, un traité de la vie élégante étant la réunion des principes incommutables qui doivent diriger la manifestation de notre pensée par la vie extérieure, est en quelque sorte la métaphysique des choses. Chapitre 3. Dogme. Monographie de la vertu. Songez aussi, madame, qu'il y a des perfections révoltantes. Ouvrage inédit de l'auteur. L'Église reconnaît 7 péchés capitaux et n'admet que 3 vertus théologales. Nous avons donc 7 principes de remords contre 3 sources de consolation. Nulle créature humaine, sans une excepté sainte Thérèse ni saint François d'Assise, n'a pu échapper aux conséquences de cette proposition fatale. Malgré sa rigueur, ce dogme gouverne le monde élégant comme il dirige l'univers catholique. Le mal sait stipuler les accommodements, le bien suit une ligne sévère. De cette loi éternelle, nous pouvons extraire un axiome confirmé par tous les dictionnaires des 4 consciences. Numéro 10, le bien n'a qu'un mode, le mal en a 1000. Ainsi, la vie élégante a ses péchés capitaux et ses 3 vertus cardinales. Oui, l'élégance est une indivisible comme la Trinité, comme la liberté, comme la vertu. De là résultent les plus importants de tous nos aphorismes généraux. Numéro 11. Le principe constitutif de l'élégance est l'unité. Numéro 12. Il n'y a pas d'unité possible sans la propreté, sans l'harmonie, sans la simplicité relative. Mais ce n'est point la simplicité plutôt que l'harmonie, ni l'harmonie plutôt que la propreté, qui produisent l'élégance. Elle naît d'une concordance mystérieuse entre ces 3 vertus primordiales.
La créer partout et soudain est le secret des esprits nativement distingués. En analysant toutes les choses de mauvais goût qui entachent les toilettes, les appartements, les discours ou le maintien d'un inconnu, les observateurs trouveront toujours qu'elles pêchent par des infractions plus ou moins sensibles à cette triple loi de l'unité. La vie extérieure est une sorte de système organisé qui représente un homme aussi exactement que les couleurs du colimaçon se reproduisent sur la coquille. Aussi, dans la vie élégante, tout s'enchaîne et se commande. Quand M. Cuvier aperçoit l'os frontal, maxillaire ou crural de la quelque tête, n'en déduit-il pas toute une créature, fût-elle antédiluvienne, et n'en reconstruit-il pas aussitôt un individu classé, soit parmi les sauriens et ou les marsupiaux, soit parmi les carnivores ou les herbivores? Jamais cet homme ne s'est trompé. Son génie lui a révélé les trois unitaires de la vie animale, les lois unitaires de la vie animale. De même, dans la vie élégante, une seule chaise doit déterminer toute une série de meubles. Comme l'éperon fait supposer un cheval. Telle toilette annonce telle sphère de noblesse et de bon goût. Chaque fortune a sa base et son sommet. Jamais les Georges Cuvier de l'élégance ne s'exposent à porter des jugements erronés. Ils vous diront à quel nombre de zéros dans le chiffre des revenus doivent appartenir les galeries de tableaux, les cheveux de race pure, les tapis de la savonnerie, les rideaux de soie diaphanes, les cheminées de mosaïque, les vases étrusques et les pendules surmontées d'une statue échappée aux ciseaux des Cortot et des David. Apportez-leur enfin une seule patère. Ils en déduiront tout un boudoir, une chambre, un palais. Cet ensemble rigoureusement exigé par l'unité rend solidaires tous les accessoires de l'existence, car un homme de goût juge, comme un artiste, sur un rien. Plus l'ensemble est parfait, plus un barbarisme y est sensible. Il n'y a qu'un sot ou un homme de génie qui puisse mettre une bougie dans un martinet. Les applications de cette grande loi fashionable furent bien comprises de la femme célèbre Madame T, à laquelle nous devons cet aphorisme. Numéro 13. On connaît l'esprit d'une maîtresse de maison en franchissant le seuil de sa porte. Cette vaste et perpétuelle image qui représente de votre fortune ne doit jamais en être le spécimen infidèle, car vous seriez placé entre deux écueils, l'avarice ou l'impuissance. Or, trop vain comme trop modeste, vous n'obéissez plus à cette unité, dont la moindre des conséquences est d'amener un heureux équilibre entre vos forces productrices et votre forme extérieure. Une faute aussi capitale déduit toute une physionomie. Premier terme de cette proposition, l'avarice a déjà été jugée, mais sans pouvoir être accusée d'un vice aussi honteux, beaucoup de gens jaloux d'obtenir de résultats tâchent de mener une vie élégante avec économie. Ceux-là parviennent sûrement à un but, ils sont ridicules. Ne ressemblent-ils pas à tout moment à des machinistes inhabiles dont les décorations laissent apercevoir les ressorts, les contrepoids et les coulisses, manquant ainsi à deux axiomes fondamentaux de la science. Numéro 14. L'effet le plus essentiel de l'élégance est de cacher les moyens. Numéro 15. Tout ce qui révèle une économie est inélégant. En effet, l'économie est un moyen. Elle est le nerf d'une bonne administration, mais elle ressemble à l'huile qui donne de la souplesse, de la douceur aux roues d'une machine. Il ne faut ni la voir ni la sentir. Ces inconvénients ne sont pas les seuls châtiments dont les gens parcimonieux soient punis. En restreignant le développement de leur existence, ils descendent de leur sphère, et malgré leur pouvoir, se mettent au niveau de ceux que la vanité précipite vers l'écueil opposé, qui ne frémiraient pas de cette épouvantable fraternité. Que de fois n'avez-vous pas rencontré à la ville ou à la campagne des bourgeois semi-aristocrates qui, parés d'outre mesure, sont obligés, faute d'un équipage, de calculer leurs visites, leurs plaisirs et leurs devoirs, d'après Mathieu Landsberg. Esclave de son chapeau, Madame redoute la pluie, et Monsieur craint le soleil ou la poussière. Impressibles comme des baromètres, ils devinent le temps, quittent tout et disparaissent à l'aspect d'un nuage. Mouillés et crottés, ils s'accusent réciproquement au logis de leur misère, gênés partout, ils ne jouissent de rien. Cette doctrine a été résumée par un aphorisme applicable à toutes les existences, depuis celle de la femme forcée de retrousser sa robe pour s'asseoir en voiture, jusqu'au petit prince d'Allemagne qui veut avoir des bouffes. Numéro 16. De l'accord entre la vie extérieure et la fortune résulte l'aisance. L'observation religieuse de ce principe permet seul à un homme de déployer, jusque dans ses moindres actes, une liberté sans laquelle la grâce ne saurait exister. S'il mesure ses désirs sur la puissance, il reste dans sa sphère sans avoir peur d'en déchoir. Cette sécurité d'action, qu'on pourrait nommer la conscience du bien-être, nous préserve de tous les orages occasionnés par une vanité mal entendue. Ainsi, les experts de la vie élégante ne tracent pas de longs chemins en toile verte sur leurs tapis et ne redoutent pas pour eux les visites d'un vieil oncle asthmatique. Ils ne consultent pas le thermomètre pour sortir avec leurs chevaux. Également soumis aux charges de la fortune et à ses bénéfices, ils ne paraissent jamais contrariés d'un dommage, car chez eux, tout se répare avec de l'argent, ou se résout par le plus ou moins de peine que prennent leurs gens. Mettre un vase, une pendule en cage, couvrir les divans de housse, ensacher un lustre, n'est-ce pas ressembler à ces bonnes gens qui, après avoir fait des tirelires pour s'acheter des candélabres, les habillent aussitôt d'une gaze épaisse? L'homme de bon goût doit jouir de tout ce qu'il possède, comme Fontenelle. Il n'aime pas les choses qui veulent être trop respectées.
À l'exemple de la nature, il ne craint pas d'étaler tous les jours sa splendeur, il peut la reproduire. Aussi n'attend-il pas que, semblable aux vétérans du Luxembourg, ces meubles lui attestent leur service par de nombreux chevrons pour en changer la destination. Et ne se plaint-il jamais du prix excessif des choses, car il a tout prévu. Pour l'homme de la vie occupée, les réceptions sont des solennités. Il y a des sacres périodiques pour lesquels il fait ses déballages, vide ses armoires et décapuchonne ses bronzes. Mais l'homme de la vie élégante sait recevoir à toute heure, sans se laisser surprendre. Sa devise est celle d'une famille dont la gloire s'associe à la découverte du nouveau monde. Nouveau, il est semper paratus, toujours prêt, toujours semblable à lui-même. Sa maison, ses gens, ses voitures, son luxe ignorent le préjugé du dimanche. Tous les jours sont des jours de fête. Enfin, si magnat licet componere parvis, il est comme le fameux dessin qui répondait sans se déranger en apprenant l'arrivée du duc d'York. Mettez-le au numéro 4. Ou comme la duchesse d'Abrantès, qui priait la veille par Napoléon de recevoir la princesse de Westphalie au Rhin-Sea, donne le lendemain les plaisirs d'une chasse royale, d'opulents festins et un bal somptueux à des souverains. Tout fashionable doit imiter dans sa sphère cette large entente de l'existence. Il obtiendra facilement ces merveilleux résultats par une constante recherche, par une exquise fraîcheur dans les détails. Le soin perpétue la bonne grâce de l'ensemble et de là vient cet axiome anglais. Numéro 17. L'entretien est le sine qua non de l'élégance. L'entretien n'est pas seulement cette condition vitale de la propreté qui nous oblige d'imprimer aux choses leur lustre journalier. Ce mot exprime tout un système. Du moment que la finesse et la grâce des tissus ont remplacé dans le costume européen la lourdeur des draps d'or et les cottes armoriées du laborieux Moyen Âge, une révolution immense a eu lieu dans les choses de la vie. Au lieu d'enfouir un fond dans un mobilier périssable, nous en avons consommé l'intérêt en objets plus légers, moins chers, faciles à renouveler, et les familles n'ont plus été déshéritées du capital. Ce calcul d'une civilisation avancée a reçu ses derniers développements en Angleterre. Dans cette patrie du confortable, le matériel de la vie est considéré comme un grand vêtement essentiellement muable et soumis aux caprices de la fashion. Les riches changent annuellement leurs chevaux, leurs voitures, leurs ameublements. Les diamants même sont remontés, tout prend une forme nouvelle. Aussi, les moindres meubles sont-ils fabriqués dans cet esprit. Les matières premières y sont sagement économisées. Si nous ne sommes pas encore parvenus à ce degré de science, nous avons cependant fait quelques progrès. Les lourdes menuiseries de l'Empire sont entièrement condamnées, ainsi que ces voitures pesantes et ces sculptures, demi-chefs-d'œuvre qui ne satisfaisaient ni l'artiste ni l'homme de goût. Nous marchons enfin dans une voie d'élégance et de simplicité. Si la modestie de nos fortunes ne permet pas encore les mutations fréquentes, nous avons au moins compris cet aphorisme qui domine les mœurs actuelles. Numéro 18. Le luxe est moins dispendieux que l'élégance. Et nous tendons à nous éloigner du système en vertu duquel nos aïeux considéraient l'acquisition d'un meuble comme un placement de fonds, car chacun a senti instinctivement qu'il est tout à la fois plus élégant et plus confortable de manger dans un service de porcelaine uni que de montrer aux curieux une coupe sur laquelle Constantin a copié la Fornarina. Les arts enfantent les merveilles que les particuliers doivent laisser au roi, et des monuments qui n'appartiennent qu'aux nations. L'homme assigné pour introduire dans l'ensemble de sa vie un seul échantillon d'une existence supérieure cherche à paraître ce qu'il n'y est pas, et retombe alors dans cette impuissance dont nous avons tâché de flétrir les ridicules. Aussi nous avons rédigé la maxime suivante pour éclairer les victimes de la manie des grandeurs. Numéro 19. La vie élégante étant un habile développement de l'amour-propre, tout ce qui révèle trop fortement de la vanité y produit un pléonasme. Chose admirable. Tous les principes généraux de la science ne sont que des corollaires du grand principe que nous avons proclamé, car l'entretien et ses lois sont en quelque sorte la conséquence immédiate de l'unité. Bien des personnes ont objecté l'énormité des dépenses nécessitées par nos despotiques aphorismes. Quelle fortune, nous a-t-on dit, pourrait suffire aux exigences de vos théories? Le lendemain du jour où une maison a été remeublée, retapissée, où une voiture a été restaurée, où la voie d'un boudoir a été changée, un fashionable ne vient-il pas insolemment appuyer sa tête pommadée sur une tenture? Un homme en colère n'arrive-t-il pas, exprès, pour souiller un tapis? Les maladroits n'accrochent-ils pas la voiture? Et peut-on toujours empêcher les impertinents de franchir le seuil sacré du boudoir? Ces réclamations présentées avec l'art spécieux, dont les femmes savent colorer toute leur défense, ont été pulvérisées par cet aphorisme. Numéro 20. Un homme de bonne compagnie ne se croit plus le maître de toutes les choses qui chez lui doivent être mises à la disposition des autres. Un élégant ne dit pas tout à fait comme le roi, notre voiture, notre palais, notre château, nos chevaux, mais il sait empreindre toutes ses actions de cette délicatesse royale, heureuse métamorphose à l'aide de laquelle un homme semble convier à sa fortune tous ceux dont il entoure. Aussi, cette noble doctrine implique-t-elle un autre axiome, non moins important que le précédent. Numéro 21. Admettre une personne chez vous, c'est la supposer digne d'habiter votre sphère. Alors, les prétendus malheurs dont une petite maîtresse demanderait raison à nos dogmes absolus ne peuvent procéder que d'un défaut de tact impardonnable.
Une maîtresse de maison peut-elle jamais se plaindre d'un manque d'égard ou de soins? N'est-ce pas sa faute? N'existe-t-il pas, pour les gens comme il faut, des signes maçonniques à la faveur desquels ils doivent se reconnaître? En ne recevant dans son intimité que ses égaux, l'homme élégant n'a plus d'accident à redouter. S'ils en survient, ce sont sur des coups du sort que personne n'est dispensé de subir. L'antichambre est une institution en Angleterre où l'aristocratie a fait de si grands progrès, il est peu de maisons qui n'aient un parloir. Cette pièce est destinée à donner audience à tous les inférieurs. La distance, plus ou moins grande, qui sépare nos oisifs des hommes occupés, est représentée par l'étiquette. Les philosophes, les frondeurs, les rieurs, qui se moquent des cérémonies, ne recevraient pas leur épicier, fût-il électeur de grands collèges, avec les attentions dont ils entoureraient un marquis. Il ne s'ensuit pas que les fashionables méprisent les travailleurs. Bien loin, ils ont pour eux une admirable formule de respect social. Ce sont des gens estimables. Il est aussi maladroit un élégant de se moquer de la classe industrielle que de tourmenter des mouches à miel, que de déranger un artiste qui travaille. Cela est de mauvais ton. Les salons appartiennent donc à ceux qui ont le pied élégant, comme les frégates à ceux qui ont le pied marin. Si vous n'avez pas refusé nos prolégomènes, il faut en accepter toutes les conséquences. De cette doctrine dérive un aphorisme fondamental, numéro 22. Dans la vie élégante, il n'existe plus de supériorité, on traite de puissance à puissance. Un homme de bonne compagnie ne dit à personne, j'ai l'honneur de, etc. Il n'est le très humble serviteur d'aucun homme. Le sentiment des convenances dicte aujourd'hui de nouvelles formules, que les gens de goût savent approprier aux circonstances. Sous ce rapport, nous conseillons aux esprits stériles de consulter les lettres de Montesquieu. Cet illustre écrivain a déployé une rare souplesse de talent dans la manière dont il détermine ses moindres billets, en horreur de l'absurde monographie du J'ai l'honneur d'être. Du moment que les gens de la vie élégante représentent les aristocraties naturelles d'un pays et se doivent réciproquement les égards de l'égalité la plus complète. Le talent, l'argent et la puissance donnant les mêmes droits, l'homme en apparence faible et dénué auquel vous adressez maladroitement un léger coup de tête sera bientôt au sommet de l'État. Et celui que vous saluez obséquieusement va rentrer demain dans le néant de la fortune sans pouvoir. Jusqu'ici, l'ensemble de nos dogmes a plutôt embrassé l'esprit que la forme des choses. Nous avons en quelque sorte présenté l'esthétique de la vie élégante. En recherchant les lois générales qui régissent les détails, nous avons été moins étonnés que surpris de découvrir une sorte de similitude entre les vrais principes de l'architecture et ceux qu'il nous reste à tracer. Alors, nous nous sommes demandé si, par hasard, la plupart des objets qui servent à la vie élégante n'étaient pas dans le domaine de l'architecture. Le vêtement, le lit, le coupé sont des abris de la personne, comme la maison est le grand vêtement qui couvre l'homme et les choses à son usage. Il semble que nous ayons employé tout jusqu'au langage, comme l'a dit M. Talleyrand, pour cacher une vie, une pensée qui, malgré nos efforts, traverse nos voiles. Sans vouloir donner à cette règle plus d'importance qu'elle n'en mérite, nous consignerons ici quelques-unes de ces règles. Numéro 23. L'élégance veut impérieusement que les moyens soient appropriés au but. De ce principe dérivent deux autres aphorismes qui en sont la conséquence immédiate. Numéro 24. L'homme de goût doit toujours savoir réduire le besoin au simple. Numéro 25. Il faut que chaque chose paraisse ce qu'elle est. Numéro 26. La prodigalité des ornements nuit à l'effet. Numéro 27. L'ornement doit être mis en haut. Numéro 28. En toute chose, la multiplicité des couleurs sera de mauvais goût. Malgré la simplicité de ces lois, que plus d'un élégantologiste aurait peut-être mieux rédigé, déduite ou enchaîné, nous n'acheverons pas sans faire observer aux néophytes de la fashion que le bon goût ne résulte pas encore tant dans la connaissance de ces règles que de leur application. Un homme doit pratiquer cette science avec l'aisance qu'il met à parler à sa langue maternelle. Il est dangereux de balbutier dans le monde élégant. N'avez-vous pas souvent vu de ces demi-fashionables qui se fatiguent à courir après la grâce, sont gênés s'ils voient un pli de moins à leur chemise, et suent sang et eau pour arriver à une fausse correction, semblable à ces pauvres Anglais, tirant à chaque mot leur pocket. Souvenez-vous, pauvres crétins de la vie élégante, que de notre 14e aphorisme résulte essentiellement cet autre principe, votre condamnation éternelle. Numéro 29. L'élégance travaillée est à la véritable élégance ce qu'est une perruque à des cheveux. Cette maxime implique en conséquence sévère le corollaire suivant. Numéro 30. Le dandysme est une hérésie de la vie élégante. En effet, le dandysme est une affectation de la mode. En se faisant dandy, un homme devient un meuble de boudoir, un mannequin extrêmement ingénieux qui peut se poser sur un cheval ou sur un canapé, qui mord ou tête habituellement le bout d'une canne, mais un être pensant, jamais. L'homme qui ne voit que la mode dans la mode est un sot. La vie élégante n'exclut ni la pensée ni la science, elle les consacre. Elle ne doit pas apprendre seulement à jouir du temps, mais à employer dans un ordre d'idées extrêmement élevé.
Puisque nous avons, en commençant cette troisième partie de notre traité, trouvé quelques similitudes entre nos dogmes et ceux du christianisme, nous la terminerons en empruntant à la théologie des termes scolastiques propres à exprimer les résultats obtenus par ceux qui savent appliquer nos principes avec plus ou moins de bonheur. Un homme nouveau se produit. Ses équipages sont de bon goût. Il reçoit à merveille. Ces gens ne sont pas grossiers. Il donne d'excellents dîners. Il est au courant de la mode, de la politique, des mots nouveaux, des usages éphémères. Il en crée même. Enfin, chez lui, tout a un caractère de confortabilisme exact. Il est en quelque sorte le méthodiste d'élégance et marche à la hauteur du siècle. Ni gracieux, ni déplaisant, vous ne citerez jamais de lui un mot inconvenant, et il ne lui échappe aucun geste de mauvais ton. N'achevons pas cette peinture, cet homme à la grâce suffisante. Ne connaissons-nous pas tous un aimable égoïste qui possède le secret de nous parler de lui sans trop nous déplaire? Chez lui, tout est gracieux, frais, recherché, poétique même. Il se fait envier. Tout en vous associant à ses jouissances, à son luxe, il semble craindre votre manque de fortune. Son obligeance, tout en discours, est une politesse perfectionnée. Pour lui, l'amitié n'est qu'un thème dont il connaît admirablement bien la richesse et dont il mesure les modulations au diapason de chaque personne. Sa vie est empreinte d'une personnalité perpétuelle dont il obtient le pardon grâce à ses manières. Artiste avec les artistes, vieux avec un campagnard, enfant avec les enfants, il séduit sans plaire, car il nous ment dans son intérêt et nous amuse par calcul. Il nous garde et nous câline parce qu'il s'ennuie, et si nous nous apercevons aujourd'hui que nous avons été joués, demain nous irons encore nous faire tromper. Cet homme a la grâce essentielle. Mais il est une personne dont la voix harmonieuse imprime au discours un charme également répandu dans ses manières. Elle sait et parler et se taire, s'occupe de vous avec délicatesse, ne manie que des sujets de conversation convenables, ses mots sont heureusement choisis, son langage est pur, sa raillerie caresse et sa critique ne blesse pas. Loin de contredire avec l'ignorance d'assurance d'un sot, elle semble chercher en votre compagnie le bon sens ou la vérité. Elle ne disserte pas plus qu'elle ne dispute. Elle se plaît à conduire une discussion qu'elle arrête à propos. D'humeur égale, son air est affable et riant. Sa politesse n'a rien de forcé, son empressement n'est point servile. Elle réduit le respect à n'être qu'une ombre douce. Elle ne vous fatigue jamais et vous laisse satisfait d'elle et de vous. Entraîné dans sa sphère par une puissance inexplicable, vous retrouvez son esprit de bonne grâce empreint sur les choses dont elle s'environne. Tout y flatte la vue, et vous y respirez comme l'air d'une patrie. Dans l'intimité, cette personne vous séduit par un ton naïf. Elle est naturelle, jamais d'effort, de luxe, d'affiche. Ses sentiments sont simplement rendus parce qu'ils sont vrais. Elle est franche, sans offenser, aucun amour-propre. Elle accepte les hommes comme Dieu les a faits, pardonnant aux défauts et aux ridicules, concevant tous les âges et ne s'irritant de rien, parce qu'elle a le tact de tout prévoir. Elle oblige avant de consoler. Elle est tendre et gaie. Aussi l'aimeriez-vous irrésistiblement? Vous la prenez pour type et lui vouez un culte. Cette personne a la grâce divine et concomitante. Charles, Charles Naudier, Charles Naudier a su personnifier cet être idéal dans son ondée, gracieuse figure à laquelle la magie du pinceau n'a pas nui. Mais ce n'est rien de le lire la notice. Mais ce n'est rien de lire la notice. Il faut entendre Nodier lui-même racontant certaines particularités qui tiennent trop à la vie privée pour être écrites. Et alors, vous concevriez la puissance prestigieuse de ces créatures privilégiées. Ce pouvoir magnétique est le grand but de la vie élégante. Nous devons tous essayer de nous en emparer. Mais la réussite est toujours difficile, car la cause du succès est dans une belle âme. Heureux ceux qui l'exercent. Il est si beau de voir tout vous sourire et la nature et les hommes. Maintenant, les sommités sont entièrement parcourues. Nous allons nous occuper des détails. Chapitre 4. De la toilette dans toutes ses parties. Croyez-vous qu'on puisse être homme de talent sans toutes ces niaiseries? Oui, monsieur. Mais vous serez un homme de talent plus ou moins aimable, bien ou mal élevé, répondit-elle. Inconnu, causant dans un salon. Nous devons à monsieur Auger, jeune écrivain dont l'esprit philosophique a donné de graves aspects aux questions les plus frivoles de la mode, une pensée que nous transformerons en action. Numéro 31. La toilette est l'expression de la société. Cette maxime résume toutes nos doctrines et les contient si virtuellement que rien ne peut plus être dit qui ne soit un développement plus ou moins heureux de ce savant aphorisme. L'érudit, ou l'homme du monde élégant, qui voudrait chercher à chaque époque les costumes d'un peuple, en ferait ainsi l'histoire la plus pittoresque et la plus nationalement vraie. Expliquer la longue chevelure des Francs, la tonsure des moines, les cheveux rasés du cerf, les perruques de Popocambou, la poudre aristocratique et les titus de 1790, ne serait-ce pas raconter les principales révolutions de notre pays? Demander l'origine des souliers à la poulaine, des aumônières, des chaperons, de la cocarde, des paniers, des vertugadins, des gants, des masques, du velours, c'est entraîner un modilogue.
dans l'effroyable dédale des lois somptuaires, et surtout les champs de bataille où la civilisation a triomphé, des mœurs grossières importées en Europe par la barbarie du Moyen Âge. Si l'Église excommunia successivement les prêtres qui prirent des culottes et ceux qui les quittèrent pour des pantalons, si la perruque des chanoines de Beauvais occupa jadis le Parlement de Paris pendant un demi-siècle, c'est que ces choses futiles en apparence représentaient ou des idées ou des intérêts. Soit le pied, soit le buste, soit la tête, vous verrez toujours un progrès social, un système rétrograde, ou quelque lutte acharnée se formuler à l'aide d'une partie quelconque du vêtement. Tantôt la chaussure annonce un privilège, tantôt le chaperon, le bonnet ou le chapeau signalent une révolution. Là, une broderie ou une écharpe. Ici, des rubans ou quelques ornements de paille expriment un parti. Et alors, vous appartenez aux croisés, aux protestants, aux guises, à la Ligue, au Béarnais ou à la Fronde. Avez-vous un bonnet vert? Vous êtes un homme sans honneur. Avez-vous une roue jaune? En guise de crachat à votre surcoût? Allez, paria de la chrétienté. Juif, rentre dans ton clapier à l'heure du couvre-feu où tu seras puni d'une amende. Ah, jeune fille, tu as des annels d'or, des colliers mirifiques et des d'oreilles qui brillent comme des yeux de feu. Prends garde, si le sergent de ville t'aperçoit, il te saisira et tu seras emprisonné pour avoir ainsi dévalé par la ville, courant, folle de ton corps, à travers les rues, où tu fais étinceler les yeux des vieillards dont tu urines les escarcelles. Avez-vous les mains blanches? Vous êtes égorgé au cri de Vive Jacques Bonhomme, mort au Seigneur. Avez-vous une croix de Saint-André? Entrez sans crainte à Paris. Jean sans peur y règne. Portez-vous la cocarde tricolore? Fuyez. Marseille vous assassinerait, car les derniers canons de Waterloo nous ont craché la mort des vieux Bourbons. Pourquoi la toilette serait-elle donc toujours le plus éloquent des styles, si elle n'était pas réellement tout l'homme? L'homme avec ses opinions politiques, l'homme avec le texte de son existence, l'homme hiéroglyphé. Aujourd'hui même encore, le vestignomy, le vestignomonie, oui c'est ça, vestignomonie, est devenue presque une branche de l'art créée par Gall et Lavater. Quoique, maintenant, nous soyons à peu près tous habillés de la même manière, il est facile à l'observateur de retrouver dans une foule, au sein d'une assemblée, au théâtre, à la promenade, l'homme du Marais, du Faubourg Saint-Germain, du Pays latin, de la chaussée d'Antin, le prolétaire, le propriétaire, le consommateur et le producteur, l'avocat et le militaire, l'homme qui parle et l'homme qui agit. Les intendants de nos armées ne reconnaissent pas les uniformes de nos régiments avec plus de promptitude que le physiologiste ne distingue les livrées d'imposés à l'homme par le luxe, le travail ou la misère. Dressez là un porte-manteau, mettez-y des habits. Bien. Pour peu que nous, pour peu que vous ne vous voyez pas promener, désolé. Bien. Pour peu que vous ne vous soyez pas promené comme un sot qui ne sait rien voir, vous devinerez le bureaucrate à cette flétrissure des manches, à cette large raie horizontale imprimée dans le dos par la chaise sur laquelle il s'appuie si souvent en pinçant sa prise de tabac ou en se reposant des fatigues de la fainéantise. Vous admirez l'homme d'affaires dans l'enflure de la poche au carnet, le flâneur dans la dislocation des goussets où il met souvent ses mains. Le boutiquier dans l'ouverture extraordinaire des poches, qui bâillent toujours, comme pour se plaindre d'être privé de leur paquet habituel. Enfin, un collet plus ou moins propre, poudré, pommadé, usé, des boutonnières plus ou moins flétries, une basque pendante, la fermeté d'un bourg grand neuf, sont les diagnostics infaillibles des professions, des mœurs ou des habitudes. Voilà l'habit frais du dandy, l'elbeuf du rentier, la redingote courte du courtier marron, le frac au bouton d'or sablé du lyonnais arriéré ou le Spencer crasseux d'un avare. Brummel avait donc bien raison de regarder la toilette comme le point culminant de la vie élégante, car elle domine les opinions, les détermine, elle règne. C'est peut-être un malheur, mais ainsi va le monde. Là où il y a beaucoup de sots, les sottises se perpétuent. Et certes, il faut bien reconnaître alors cette pensée pour axiome. Numéro 32. L'incurie de la toilette est un suicide moral. Mais si la toilette est tout l'homme, elle est encore bien plus toute la femme. La moindre incorrection dans une parure peut faire reléguer une duchesse inconnue dans les derniers rangs de la société. Principe, principe œcuménique de la toilette. Les gens qui s'habillent à la manière du manœuvrier, dont le corps endosse quotidiennement et avec insouciance la même enveloppe, toujours crasseuse et puante, sont aussi nombreux que ces niais allant dans le monde pour n'y rien voir. Mourant, sans avoir vécu, ne connaissant ni la valeur d'un mets, ni la puissance des femmes, ne disant ni un beau mot, ni une sottise, mais mon Dieu, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il s'agit de les convertir à l'élégance, pourront-ils jamais comprendre ces axiomes fondamentaux de toutes nos connaissances? 33. La brute se couvre, le riche ou le sot se pare, l'homme élégant s'habille. 34. La toilette est tout à la fois une science, un art, une habitude, un sentiment. En effet, quelle est la femme de 40 ans qui ne reconnaîtra pas une science profonde dans la toilette? N'avez-vous pas qu'il ne saurait exister de grâce dans le vêtement si vous n'êtes accoutumé à le porter?
Y a-t-il rien de plus ridicule que la grisette en robe de cour? Et quant au sentiment de la toilette, combien par le monde compterez-vous de dévotes, de femmes et d'hommes auxquels sont prodigués l'or, les étoffes, les soieries, les créations les plus merveilleuses du luxe, et qui en servent pour se donner l'air d'une idole japonaise. De là suit un aphorisme également vrai, que même les coquettes émérites et les professeurs de séduction doivent toujours étudier. Numéro 35. La toilette ne consiste pas tant dans le vêtement que dans une certaine manière de le porter. Aussi, n'est-ce pas tant le chiffon en lui-même que l'esprit du chiffon qu'il faut saisir. Il existe au fond des provinces et même à Paris un bon nombre de personnes capables de commettre, en fait de mode nouvelle, l'erreur de cette duchesse espagnole qui, recevant une précieuse cuvette de structure inconnue, crut, après bien des méditations, entrevoir que la forme la destinait apparaître sur la table, et offrit au regard des convives une daube truffée, n'ayant pas les idées de propreté avec la porcelaine dorée de ce meuble nécessaire. Aujourd'hui, nos mœurs ont tellement modifié le costume qu'il n'y a plus de costume à proprement parler. Toutes les familles européennes ont adopté le drap parce que les grands seigneurs, comme le peuple, ont compris instinctivement cette grande vérité. Il faut beaucoup mieux porter des draps fins et avoir des chevaux que de semer sur un habillement les pierreries du Moyen Âge et de la monarchie absolue. Alors, réduite à la toilette, l'élégance consiste en une extrême recherche dans les détails de l'habillement. C'est moins la simplicité du luxe qu'un luxe de simplicité. Il y a bien une autre élégance, mais elle n'est que la vanité dans la toilette. Elle pousse certaines femmes à porter des étoffes bizarres pour se faire remarquer, à se servir d'agrafes en diamant pour attacher un nœud, à mettre une boucle brillante dans la coque d'un ruban, de même que certains martyrs de la mode, gens à 100 louis de rente, habitant une mansarde et voulant se mettre dans le dernier genre, ont des pierres à leur chemise le matin, attachent leurs pantalons avec des boutons d'or, retiennent leurs fastueux lorgnons par des chaînes et vont dîner chez Tabar. Combien de ces tantales parisiens ignorent volontairement peut-être cet axiome? La toilette, numéro 36. La toilette ne doit jamais être un luxe. Beaucoup de personnes, même de celles auxquelles nous avons reconnu quelques distinctions dans les idées de l'instruction et de la supériorité de cœur, savent difficilement reconnaître le point d'intersection qui sépare la toilette de pied et la toilette de voiture. Quel plaisir ineffable pour l'observateur, pour le connaisseur, de rencontrer dans les rues de Paris, sur les boulevards, ces femmes de génie qui, après avoir signé leur nom, leur rang, leur fortune dans le sentiment de leur toilette, ne paraissent rien aux yeux du vulgaire et sont tout un poème pour les artistes, pour les gens du monde occupés à flâner. C'est un accord parfait entre la couleur du vêtement et les dessins. C'est infini dans les agréments qui révèlent la main industrieuse d'une adroite femme de chambre. Ces hautes puissances féminines savent merveilleusement bien se conformer à l'humble rôle de piéton, parce qu'elles ont maintes fois expérimenté les hardiesses autorisées par un équipage, car il n'y a que les gens habitués au luxe du carrosse qui savent se vêtir pour aller à pied. C'est à l'une de ces ravissantes déesses parisiennes que nous devons les deux formules suivantes. Numéro 37, l'équipage est un passeport pour tout ce qu'une femme veut oser. Numéro 28, 38, le fantassin a toujours à lutter contre un préjugé, d'où il suit que l'axiome suivant doit avant tout régler les toilettes des prosaïques piétons. Numéro 39, tout ce qui vise à l'effet est de mauvais goût, comme tout ce qui est tumultueux. Brummel a du reste laissé la maxime la plus admirable sur cette matière, et l'assentiment de l'Angleterre l'a consacrée. Numéro 40, si le peuple vous regarde avec attention, vous n'êtes pas bien mis. Vous êtes trop bien mis, trop empesé ou trop recherché. D'après cette immortelle sentence, tout fantassin doit passer inaperçu. Son triomphe est d'être à la fois vulgaire et distingué, reconnu par les siens et méconnu par la foule. Si Murat s'est fait surnommer le roi Franconi, jugé de la sévérité avec laquelle le monde poursuit un fat. Il tombe au-dessous du ridicule. Le trop de recherche est peut-être un plus grand vice que le manque de soins. Et l'axiome suivant sera frémir sans doute les femmes à prétention. Numéro 41. Dépasser la mode, c'est devenir caricature. Maintenant, il nous reste à déduire la plus grave de toutes les erreurs qu'une fausse expérience accrédite chez les esprits peu accoutumés à réfléchir ou à observer. Mais nous nous donnerons despotiquement et sans commentaire notre arrêt souverain, laissant aux femmes de bon goût et aux philosophes de salon le soin de discuter. Numéro 42. Le vêtement est comme un enduit. Il met tout en relief. Et la toilette a été inventée bien plutôt pour faire ressortir des avantages corporels que pour voiler des imperfections. D'où suit ce corollaire naturel. 43. Tout ce qu'une toilette cherche à cacher, dissimuler, augmenter et grossir, plus que la nature ou la mode ne leur donne ou ne le veulent, est toujours censé vicieux. Aussi, toute mode qui a pour but un mensonge est essentiellement passagère et de mauvais goût. D'après ces principes, dérivés d'une jurisprudence exacte, basée sur l'observation et due au calcul le plus sévère de l'amour-propre, humain ou féminin, il est clair qu'une femme mal faite, déjetée,
bossue ou boiteuse, doit essayer par politesse de diminuer les défauts de sa taille. Mais elle serait moins qu'une femme si elle s'imaginait produire la plus légère illusion. Mademoiselle de la Vallière boitait avec grâce, et plus d'une bossue sait prendre sa revanche par les charmes de l'esprit ou par les éblouissantes richesses d'un cœur passionné. Nous ne savons pas quand les femmes comprendront qu'un défaut leur donne d'immenses avantages. L'homme ou la femme parfait sont les êtres les plus nuls. Nous terminerons ces réflexions applicables à tous les pays par un axiome qui veut se passer de commentaires. Numéro 44. Une déchirure est un malheur, une tache est un vice. Voilà. Octobre-novembre 1830. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.